Vous êtes chaud? Vous m'entendez mieux comme ça? Ah ouais, ok. C'est moi qui ne sais pas manier un micro cocasse pour une journaliste, mais c'est pas grave. On peut commencer. Merci pour votre patience. Merci aux techniciens et spécialement à Alexandre d'avoir réussi à faire en sorte que ce panel puisse avoir lieu malgré la pluie. Donc, comme le titre l'indique, c'est la diversité dans les médias, le parent pauvre des rédactions. J'aimerais que vous preniez un moment, si vous êtes journaliste, pour réfléchir au nombre de personnes racisées dans vos rédactions. Combien est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez déjà collaboré avec? Est-ce que c'était plutôt des animateurs ou des animatrices? Si vous ne travaillez pas dans les médias, alors peut-être réfléchissez aussi au nombre de journalistes que vous avez déjà vus à la radio filmée du coup, dans des émissions. Je pense que la réponse, c'est pas beaucoup, et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Donc, dans ce panel, on a à ma droite Andrew Robotham, qui est donc post-doctorant à l'Université de Neuchâtel. Maître d'enseignement de recherche maintenant. Maître d'enseignement de recherche. Post-doctorant, ça va aussi. Donc on va se tutoyer si jamais dans ce panel. Donc tu es co-auteur avec Annick Dubié de 2 rapports pour la Commission fédérale contre le racisme sur la discrimination dans les médias. Sur la télé, nous avons Solène Monet qui est actuellement à Bali pour Blick et qui est l'autrice d'un mémoire de master sur la mémoire collective des voix minorisées et comment est-ce qu'elles sont utilisées dans le journalisme. Ça fait très compliqué comme ça, mais elle aura tout le loisir de vous expliquer ce que ça veut dire. Et puis, à ma gauche, nous avons Arnaud Pedram, qui est donc journaliste indépendant et aussi membre fondateur de l'AJAR, qui est donc l'association des journalistes antiracistes et racisés en France, parce qu'on n'a pas d'équivalent en Suisse. Donc voilà, merci à tous les 3 d'être présents pour ce panel. Petit trigger warning potentiellement, c'est que comme Solène est à Bali, il y aura peut-être des problèmes de son ou de connexion, mais on essaiera de faire avec. Ouais, mes questions sont parties aussi. Mais alors, avant toute chose, peut-être que pour remettre un peu les informations à niveau, ce serait peut-être bon d'expliquer ce que c'est racisé, parce que c'est un terme qui est souvent sujet à controverse ou parfois mal compris. Peut-être, Arnaud, je peux ramasser mes feuilles après, si tu veux. T'inquiète, je me débrouille. Ah ben merci. Donc toi, tu fais partie justement de l'association des journalistes racisés en France. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que veut dire ce terme et puis pourquoi est-ce que vous avez choisi de l'utiliser dans le nom de votre association ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ravi de rencontrer l'écosystème suisse, c'est fascinant. D'un point de vue français, c'est un peu le Far West. Du coup, nous, on a fondé l'AJAR en 2022. On est passé en public, on s'est annoncé publiquement en 2023. Et on a passé beaucoup de temps à débattre du prénom, du nom de notre association. Est-ce qu'on était les associations de journalistes racisés, des antiracistes ou des antiracistes et racisés, etc. Au final, c'est les 2 termes qui ont gagné parce que en fait, on voulait pas être une association uniquement portée sur la diversité sans penser les discours racistes en fait. Je pense que vous avez peut-être le même phénomène en Suisse, mais en France, on a des personnes racisées qui sont visibles, mais qui portent des discours de haine, notamment sur CNews. Les chaînes d'extrême droite françaises regorgent de personnes racisées. Et c'est pas pour ce genre de diversité en fait qu'on voulait se battre. Et donc, on voulait préciser ça. Donc, racisé, c'est quoi? Racisé, c'est un terme qui a été inventé par une chercheuse française qui s'appelle Colette Guillemin, dans les années 80, il me semble, je ne sais plus, il faut regarder, on l'a mis sur notre site. L'idée aussi, c'était de contredire un peu aussi le discours français qui disent que tous ces termes-là, tous ces concepts-là viennent des États-Unis, etc. Racisé, c'est un terme spécifiquement français qui n'existe, il n'y a pas d'équivalent exactement en anglais. Et racisé, en fait, donc pour Colette Guillemin, il y a une sorte de binarité entre guillemets entre les racisants, ceux qui font la race, et les racisés, ceux qui subissent la race. Et donc un équivalent, ça pourrait être non blanc, donc toute personne, normalement, voilà, en France, c'est une personne arabe, noire, juive, rome, voilà, donc toute personne qui va être définie, qui va être sujette au racisme. Et donc pourquoi ce terme ? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver de terme qui fédère autre que celui-là.
En anglais, il y a les termes personne de couleur. En français, c'est pas très commun comme expression. C'est un peu vieillot. Et les autres mots qui peuvent exister pour désigner les personnes racisées sont soit offensants, soit juste purement coloniaux. Donc voilà. Et donc on a choisi ce terme tout en étant un peu mitigé sur ce terme-là, parce qu'en fait, même moi personnellement, j'aime pas trop ce terme, mais je pense que c'est le meilleur qui existe aujourd'hui. Parce que on utilise ce terme et on le réclame, on le revendique. Mais on demande aussi une certaine attention aux rédactions de ne pas utiliser ce terme pour effacer en fait toute la diversité et toute la hiérarchie à l'intérieur des personnes racisées, parce qu'en fait on n'est pas tous racisés pareil. Donc moi je suis franco-iranien, je suis pas racisé comme un arabe en France, je suis pas racisé comme une personne noire en France. Et donc en fait ça suffit pas pour les rédactions de dire oui on a des racisés et en fait c'est deux Libanais, un Iranien. Et c'est des personnes qui n'ont pas grandi en banlieue, qui sont pas du coup noirs ou arabes, qui sont particulièrement visées par le racisme en France. Donc en fait, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, mais qu'on critique aussi en disant il faut l'utiliser tout en reconnaissant aussi à l'intérieur les différentes racialisations des personnes noires, arabes, juives, asiatiques. On n'est pas tous racisés de la même manière, et ça joue un rôle important sur comment on définit ensuite nos politiques de diversité. Et puis donc en Suisse, on a environ un tiers de la population qui est issue de la migration, et c'est pas du tout des statistiques qu'on retrouve en rédaction. Est-ce que pour vous c'est important d'être dans une politique qui favorise l'engagement des personnes racisées, au risque parfois d'essuyer des critiques de quotas ou des choses de cet acabit-là? Alors en France, depuis 2005, il y a une politique un peu plus volontariste, entre guillemets, sur les questions raciales, qui n'a pas ce terme-là aussi. Enfin, en fait, le terme racisé aussi, il est important parce que pour nous, c'est important de parler de racisme et de race sociale, qui est un terme encore extrêmement tabou en France. Depuis 2005, on parle beaucoup de diversité, d'égalité dans les médias, d'égalité des chances. C'est un terme qui a explosé en 2005. Alors 2005, pour ceux qui ne sont pas au courant, en France, on a eu des gros soulèvements dans les banlieues suite à la mort de Zied et Bouna, deux enfants qui ont été poursuivis par la police et qui sont cachés dans un générateur électrique et qui sont morts électrocutés. Et donc après ça, il y a eu des politiques de recrutement pour favoriser la diversité sans dire les mots. Et donc ça, c'est peut-être une discussion qu'on pourra avoir, mais les termes comme diversité, comme origine diverse, etc. C'est des termes que nous, en fait, on critique un petit peu parce qu'on tourne autour du pot et aussi on englobe énormément de personnes différentes et d'expériences différentes. Nous, on n'utilise pas trop le terme diversité, par exemple, parce qu'en fait, ça met en compétition les personnes racisées avec tout ce que je vous disais, toutes les personnes racisées à l'intérieur, avec les femmes, avec les personnes LGBT, avec les personnes handicapées, avec etc., etc., etc. Donc, on a des politiques qui ont fait un peu bouger un tout petit peu les choses, mais ça reste pas suffisant. Après, nous, on n'est pas à demander des quotas, mais en fait, on demande à ce que le racisme cesse et en fait, il y aura du coup de repenser la façon dont les écoles fonctionnent, dont les processus d'admission fonctionnent. Parce qu'on estime que oui, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de personnes racisées en rédaction, c'est un problème, ça se reflète dans le contenu éditorial, c'est de moins bonne qualité ensuite. Et puis, la blanchité des rédactions, c'est pas dû au fait que les personnes racisées n'ont pas de talent, c'est qu'elles ont été exclues des rédactions. Donc en fait, on ne fait que réclamer la fin des discriminations qui mettent des barrières à l'accès. Donc c'est pas exactement une demande de quota, quoi. C'est une demande de rectification d'une injustice. Et puis donc en Suisse, pour remettre un peu de contexte autour du racisme, il y a 17% de la population suisse qui a déclaré avoir été victime de racisme en 2024. Et puis l'histoire en fait de la Suisse en lien avec le racisme, elle est parfois taboue. Il y a le bon podcast de Chaka Kagame, Boulevard du Village Noir, qu'il a abordé. Et puis il y a aussi le travail de Solène, son travail pratique de mémoire de master, où elle a approfondi un peu la question. Est-ce que Solène, tu pourrais nous parler un peu de ce travail et puis nous dire pourquoi est-ce que tu as exploré cette question? Bien sûr. Alors, en fait, c'est un travail... Attends, c'est juste trop fort. Je ne veux pas silencier ta voix, mais c'est trop fort.
Est-ce qu'il y a quelqu'un de la technique qui pourrait venir pour baisser un petit peu le son? Sinon, je vais essayer de la baisser sur mon ordi. Ouais. Je pense qu'il faut tenter. Je vais tenter depuis l'ordi. C'est mieux que pas entendre. Non. Ah, On peut essayer, hein, déjà voir. oui. J'arrive pas vraiment à baisser depuis l'ordi. Ouais. Solène, tu peux reprendre? Désolée pour l'interruption. Parce que là, c'est un peu mieux déjà. C'est middle, en fait. Vas-y. Ok, je peux Oui, là c'est bien. commencer. Tu peux y aller. Ok, magnifique. Alors, oui, justement, moi, j'ai fait mon travail de master en journalisme où j'ai réalisé une vidéo pratique sur l'implication de la Confédération dans la colonisation. Et j'ai aussi fait un travail théorique qui portait sur la manière dont l'avènement des réseaux sociaux a amené le journalisme à des changements dans la construction des récits historiques des groupes marginalisés. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire comment est-ce que les journalistes qui avaient été avant les principaux interprètes, diffuseurs et créateurs de la mémoire collective s'impliquent aujourd'hui dans un environnement médiatique qui est plus fragmenté et avec de plus nombreuses voix, notamment les voix minoritaires. Et donc moi, je suis intéressée dans ce travail théorique à la mémoire collective du passé colonial. Et justement, en fait, cette mémoire collective, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est construite, et elle est construite par un nombre restreint d'acteurs pour définir un pouvoir social et politique. Et justement, ces acteurs, ils vont souvent omettre ou minimiser des passages historiques moins glorieux. Donc, ça veut dire qu'ils vont aussi, la mémoire collective, elle va être construite au détriment, justement, des récits historiques des groupes marginalisés qui ont souvent une pas de voix au chapitre. Et les médias, en fait, dans cette construction de la mémoire collective, ils jouent un rôle qui est crucial. Parce que ça va être eux qui vont être la plateforme principale de la concrétisation de cette mémoire collective. Parce que, comme je l'ai dit avant, ils vont diffuser, interpréter, créer du passé commun aussi quotidiennement en écrivant des articles. Donc, ils vont aussi jouer le rôle de première ébauche de l'histoire. Et c'est aussi eux qui vont définir la scène sur laquelle les personnes vont pouvoir parler, faire entendre leur voix, et aussi combien de temps ils vont pouvoir le faire. Donc c'est eux qui vont sélectionner ce qui sera mémoire et ce qui ne sera pas mémoire. Et cette sélection, elle va être définie par les expériences de vie des journalistes, leur cercle, leur classe, leur profil, en fait tout ça. Donc c'est pour ça que au niveau de l'histoire, souvent les médias, ils ont négligé justement la mémoire de ces communautés minoritaires. Et ce qu'on va voir, c'est qu'avec l'arrivée au XXIe siècle des réseaux sociaux, les cartes, elles vont être rebattues, parce que justement, je l'ai dit, ils vont avoir un espace alternatif pour pouvoir partager un récit historique avec justement un large public, et ils vont pouvoir utiliser ces outils pour revendiquer leurs droits, les promouvoir, sans passer spécialement, enfin obligatoirement, par les canaux traditionnels, c'est-à-dire les médias aussi traditionnels. Après, c'est clairement pas une question à tous les mots. Donc, les groupes marginalisés vont quand même vouloir intégrer les canaux traditionnels pour gagner en légitimité et aussi toucher des publics plus larges que leurs vues sur les réseaux sociaux, qui sont aussi créés par justement les algorithmes. Donc, un peu la conclusion de tout ça, c'est que les médias, ils perdent, avec l'arrivée des réseaux sociaux, un peu leur place privilégiée de la construction de la mémoire, qui devient un peu plus démocratique, avec justement les voix minoritaires qui peuvent intégrer leur récit historique. Et les médias, ils vont rester un acteur clé, parce que justement, les groupes minoritaires vont toujours vouloir passer par ces canaux-là, et aussi face à la surcharge d'informations, les journalistes, ils vont jouer un rôle de filtre en sélectionnant et organisant les récits. Donc c'est pour ça que les mots, les sujets, les images que les journalistes vont utiliser vont avoir un impact sur les récits passés, mais aussi la manière dont on va se souvenir des récits qui se jouent actuellement. Et donc, pour passer la parole à Andrew, enfin, toi, tu as étudié donc, et tu as travaillé pour le rapport que tu as écrit que tu as coécrit pour la Commission fédérale sur le racisme. Tu as étudié en fait comment est-ce que les médias contribuent aussi à perpétuer des discriminations. Et
tu expliques aussi dans cette recherche que ce n'est pas forcément une forme de mauvaise foi de la part des journalistes, mais est-ce que tu pourrais donc nous expliquer ça davantage et puis le lien un petit peu entre ce que Solène vient d'expliquer et puis ton travail de recherche? Je vais essayer. Peut-être la première chose à savoir, alors évidemment il y a des médias, on va dire, qui se situent à la marge, ou voire même qui sont ostracisés par les médias entre guillemets traditionnels, qui font des choses tout à fait dégueulasses, racistes, remplies de stéréotypes vraiment extrêmes. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ensuite, si on prend, on va dire, les médias classiques, traditionnels, mainstream, là ce qu'on sait de la population de journalistes, c'est qu'ils sont plutôt moins, on va dire, dans le racisme ou la xénophobie qui est la moyenne de la population. Et la base de cette recherche-là, c'était de se dire, et comment se fait-il du coup qu'on a beaucoup de contenus qui sont quand même remplis de stéréotypes qui posent un petit peu problème. Jusqu'où on mesure ce problème-là, c'est difficile, mais on va voir un peu des stéréotypes qui sont véhiculés, la mention de la nationalité, dès qu'il s'agit d'une affaire criminelle, etc. Donc c'était un peu de creuser tout ça. Et le point de départ de cette recherche, c'était de se dire, mais en fait, dès lors qu'il y a ce décalage, il doit y avoir quelque chose de structurel. Et donc on est allé voir, en analysant des contenus, en allant auprès des journalistes, un peu voir comment se fait-il qu'on arrive à ces contenus qui sont comme ça, à en tout cas poser problème, ou un petit peu problème, qui pourrait renforcer, on va dire, un regard discriminant. Et puis ce qu'on réalise, c'est que le processus de sélection de l'actu pose déjà un certain problème parce que dès lors qu'on est sur le négatif, si on n'est pas connecté aux communautés, on va parler que de ces communautés-là lorsqu'il y a un problème. Donc ça, c'est une première chose, une sorte de biais de sélection. Et c'est pas que ces choses n'ont pas lieu, c'est pas que les faits sont problématiques dans ces contenus-là, c'est que en fait, on ne parle, je ne sais pas, de la communauté érythréenne en Suisse, puisque dans certains cas, elle n'est pas hyper intégrée, ou en tout cas, elle n'évolue pas dans les mêmes sphères sociales que la plupart des journalistes. On ne va parler de ces communautés-là qu'à partir du moment où il y a un fait divers. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on va plutôt dans le côté de la rédaction, il y a toute une série de choses qu'on a découvertes qui nous ont un peu étonnés, à savoir que de temps en temps, on a posé une question, alors pourquoi vous mentionnez la nationalité? Je me souviens d'un cas, un journaliste me dit, en fait la personne était portugaise, mais si on ne mentionnait pas la nationalité, tout le monde aurait dit, ah mais vous cachez la vérité, je suis sûr que c'est un musulman. Donc ça c'est aussi, ça ne veut pas dire que la décision de mentionner la nationalité est la bonne dans ce cas-là, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus complexe que peut-être qu'on peut imaginer. Et ensuite, il y a peut-être un phénomène qui vous parle, c'est-à-dire que le titre, l'article va être relativement sobre, peu problématique en fait, puis le titre va être hyper aguicheur, peut-être le chapeau va contenir, donc le chapeau, l'entrée du sujet va contenir la nationalité, va mettre l'accent là-dessus, et là, je ne vais pas dire on a découvert, mais là on a constaté ce qu'on pensait, c'est qu'il y a quand même des logiques économiques, il y a des choses de dire, voilà, on pousse un peu, on provoque un peu, et là il y a évidemment aussi un problème. Donc ça c'est disons, les trois principaux constats dans les contenus. Et puis peut-être la dernière chose, c'est qu'il y a certaines communautés qui sont ou minorités qui sont relativement protégées. Il y en a d'autres qui en prennent un peu plein la tronche parce que c'est celles sur lesquelles on peut taper sans forcément avoir quelqu'un qui revient vers nous. Et je pense que les gens du voyage, les communautés roms, c'est celles qui un peu systématiquement subissent. Mais donc, est-ce que dans vos conclusions, est-ce qu'on pourrait donc affirmer que la présence de davantage de journalistes qui sont concernés par ces problématiques-là, est-ce que ça changerait le processus de production de l'information et surtout, est-ce que ça changerait en fait la manière de traiter ces informations-là, donc avec davantage de sensibilité ou ce genre de choses? Ma réponse, ce serait oui et non, même si ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié dans le détail. La première chose, c'est pour faire écho à ce qui a été dit avant, je pense les 5 pires productions, parce qu'on a fait une recherche de trouver un peu ce qu'il y avait de pire, sur les 5, il y en avait 3 qui ont été écrits par un journaliste racisé. Donc ce problème-là, il est connu aussi. Donc il ne suffit pas, quelque part, juste de dire, on met dans une sorte de tokenisme, on met un ou une journaliste noire dans cette rédaction, ou deux, et puis le problème est résolu. Je pense qu'il faut une diversité, mais une diversité
à tous les étages, des milieux sociaux, et en fait une sorte de brassage. Mais il n'y a pas une sorte de... Je pense que ce serait naïf de se dire que voilà, si on diversifie un petit peu, pour faire dans le très cliché, si on diversifie la couleur de peau des journalistes dans la rédaction, on a résolu le problème. C'est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus structurel que ça. Mais ça passe nécessairement aussi par, évidemment, une diversité des nationalités, des milieux sociaux. Je pense que, d'ailleurs, la question de la classe et de l'origine sociale, socio-économique est extrêmement importante et on a tendance à l'oublier et puis de penser à la couleur de peau et à la religion. Mais donc, oui, je suis convaincu qu'il faut plus de diversité, mais il faut aussi changer le regard, peu importe si les personnes qui sont dans la rédaction sont de telle origine ou des personnes comme moi, que vous aurez constaté, relativement peu racisées, quoi. Mais donc, pour la préparation de cette table ronde, Arnaud, on avait discuté justement de la tokenisation des personnes racisées dans les rédactions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà donc, ce que c'est la tokenisation et puis en quoi est-ce qu'en fait ça péjore les personnes racisées de manière générale ? Alors, la tokenisation, c'est le processus par lequel une personne qui est racisée devient un peu une justification pour le manque de politique ou quoi. Donc, on va dire à des reproches qui peuvent nous être portés, de dire voilà, vous ne faites pas assez sur le racisme, etc. On va dire ah mais non, mais on a un journaliste noir, on a une journaliste arabe, nanana. Donc ça, c'est la tokenisation. En fait, la tokenisation, déjà, elle arrive quand il y a des personnes racisées en rédaction, parce que déjà, en fait, avant d'y arriver, elles sont extrêmement exclues. Et la tokenisation, elle est aussi due à l'extrême isolation des personnes racisées du fait de leur exclusion quasi totale des rédactions. Donc quand les personnes racisées arrivent en école, et quand elles arrivent à passer les écoles et qu'elles arrivent en rédaction, elles sont souvent seules, sont souvent isolées, et sont souvent reléguées à des métiers à des statuts précaires. Donc nous en France on appelle ça l'alternance, on a des contrats courts, on a des stages, donc je pense que vous avez des équivalents. Et donc la tokenisation, ça se passe souvent, nous par exemple, on a la JAR, nous on sait qu'il y a des rédactions qui embauchent en alternance ou en stage beaucoup de personnes racisées, voire exclusivement des personnes racisées. Ça peut venir d'un bon sentiment de se dire on va diversifier la porte d'entrée. Sauf qu'en fait, ce qu'on remarque souvent, c'est que ces alternances, ces stages, ces CDD par lesquels ces gens passent ne mènent pas forcément à une titularisation. Et on ne sait pas comment, il y a toujours des blancs qui, eux, arrivent à passer par la porte de derrière en n'ayant pas fait ces stages et ces alternances-là, etc. Donc on voit que malgré ces efforts-là, et là on parlera de tokenisation parce que ces personnes-là viendront colorer la rédaction, mais tout le monde saura d'abord que c'est des alternants, qu'à la fin de l'année ils ne seront plus là et qu'il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas titularisés. Et on parlera de tokenisation parce qu'ils servent à diversifier la rédaction sans en fait engager vraiment la rédaction sur une politique concrète d'intégration et de diversification structurelle de la rédaction, de changement des processus, de changement des politiques de recrutement, au-delà de l'exploitation des étudiants qui sortent d'école ou qui sont encore en école. Et puis pour revenir à toi, Solène, donc tu as fait ton travail et dans ce travail, tu expliques qu'il y a eu un changement à partir de 2020 avec l'assassinat de George Floyd par un policier blanc. Et donc tu nous expliquais avant qu'il y a eu aussi une reprise de ces récits par les personnes racisées sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que maintenant, alors, parler de racisme, ça devient un sujet incontournable pour les rédactions? Et si oui, comment faire en fait pour mieux inclure les journalistes et faire en sorte qu'ils se sentent plus safe en fait en rédaction ou plus protégés plutôt? Oui, alors, je pense que justement l'exemple de BNM et la mort de George Floyd, c'est en effet un bon exemple parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit et pour les rédactions c'était presque impossible de faire sans ces voix marginalisées, sans parler justement de racisme. C'est un mouvement qui a été pas uniquement américain, mais il a été aussi international, y compris en Suisse. Donc, on a dû en parler, on a vu la manière dont ça a pu justement intégrer les rédactions. On a aussi vu moi, je sais pas, dans mes recherches, j'ai vu que c'est aussi à partir de là que les rédactions se sont plus intéressées, par exemple, au passé colonial de la Suisse, où avant c'était quelque chose qui était très peu traité. Et c'était presque obligé de parler de ça pour comprendre le contexte actuellement et les revendications de BLM. Donc je pense que
c'était très difficile pour les rédactions de faire sans. Après, aujourd'hui, est-ce que on est obligé d'en parler dans les rédactions? Je ne suis pas sûre que le débat ait été ouvert absolument partout. Après, ce que je peux voir pour le fait d'intégrer mieux des journalistes précisés, je dirais que c'est justement de ne pas mettre en cause absolument tout le temps l'éthique professionnelle justement des journalistes racisés quand ils veulent parler de racisme, parce que c'est ce qui sortait en fait dans les recherches que j'ai pu lire, c'est qu'aussitôt que des personnes issues de minorités voulaient parler de leur propre mémoire, de leur propre récit, ou voulaient parler de racisme, la première excuse qu'on leur donnait, c'était le fait partial, et donc de ne pas pouvoir traiter le sujet, de pouvoir le donner quelqu'un d'autre. La première chose, ce serait ça, de ne pas remettre en cause l'éthique professionnelle de ces journalistes qui ont la même éthique que les autres journalistes. Et je pense aussi d'avoir des profils diversifiés, ça offre quand même un beau regard sur des nouvelles thématiques. On a pu voir avec juste une nouvelle avec BLM et George Floyd, c'est qu'il faut qu'on attende 2020 pour qu'il y ait justement certaines thématiques qui viennent sur le devant de la scène, alors que je pense que si les rédactions étaient plus diversifiées, c'est des thématiques qui auraient pu être traitées en amont et on n'aurait pas dû attendre tout ça pour pouvoir les traiter. Et de manière générale, au sein des rédactions, moi je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le soutien de ses collègues et de sa hiérarchie, mais pas uniquement dans les disant je te soutiens, mais c'est aussi de ressentir quand il peut justement y avoir des propos racistes, sexistes ou homophobes, de savoir qu'on a une entreprise qui est derrière nous et qui ne laissera pas passer ce genre de choses. Et c'est aussi de valoriser les connaissances que peuvent avoir les personnes, après qu'elles soient issues aussi de divers horizons, et d'avoir la curiosité de pouvoir apprendre d'autres personnes et pouvoir mettre une atmosphère qui permet aussi de pouvoir avancer certains sujets sans avoir peur justement d'essuyer un refus parce que justement on est trop partial ou d'autres excuses comme celle-là. Juste avant de revenir vers toi, Andrew, peut-être Arnaud, avec l'AJAR, vous intervenez aussi auprès des rédactions avec des kits aussi de bonnes pratiques. Est-ce que ce que Solène vient de dire te parle et est-ce que c'est un travail que vous effectuez de fond conjointement avec les rédactions et notamment les rédactions en chef ? Oui, du coup, on a deux missions principales. On a à l'AJAR, donc c'est de soutenir les journalistes racisés et de se battre contre le racisme dans les productions éditoriales et journalistiques. Donc, pour remplir cette mission, on a calqué ce qui a été déjà fait dans d'autres associations de journalistes en France, à l'étranger. C'est l'élaboration de kits, de guides, pour aider les journalistes à s'emparer de la question, surtout sur la question raciale, mais c'est pas que la question raciale, les questions LGBT c'est pareil. Les journalistes souffrent souvent de méconnaissance du sujet, encore plus sur les questions raciales, c'est complètement tabou en France. Et donc l'idée pour nous c'était de faire des kits. Donc on a fait plusieurs kits. On a fait un premier kit sur les outre-mer, on a fait un deuxième sur le racisme anti-asiatique, on en fait un sur la négrophobie, on va en faire un sur l'islamophobie. Enfin, on fait sur plein de thématiques différentes pour donner des outils, un lexique en fait aux journalistes, leur expliquer quels sont les termes qui peuvent être utiles pour couvrir ces thématiques-là et pour en fait inviter les journalistes aussi à couvrir ces thématiques parce que il y a eu George Floyd, il y a eu un moment où les journalistes se sont un peu préoccupés de la question. Le sujet reste extrêmement marginal. L'angle du racisme n'est pas traité énormément comme un angle quotidien. C'est nous, en France, moi, le truc que j'ai tout le temps, c'est qu'une fois par an, il y a un papier qui sort sur le rapport de SOS Racisme qui dit qu'il y a une montée des actes racistes. Et donc là, il y a toutes les rédactions qui font un papier racisme, mais au quotidien, comment le racisme peut affecter le futur des soignants, des soignés, des gens qui cherchent un emploi, qui cherchent un logement. Et le racisme, c'est pas juste le racisme, ce truc gigantesque qui est dans la société. Ça a plein de ramifications et ça, c'est très peu exploré par les journalistes. Donc l'idée des kits,
c'est de les inviter à explorer ces ramifications, comprendre les différents enjeux en fonction des différentes racialisations aussi. Le racisme n'existe pas comme un tout uniforme. Le racisme prend différentes formes. Des fois, c'est de la répression policière, des fois, c'est de la discrimination à l'emploi, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de faire ces kits-là et de donner des formations. Donc on en a donné beaucoup en école de journalisme, en école aussi, en lycée, collège. Mais aussi, on a commencé à en faire en certaines rédactions et on les adapte. Donc là, par exemple, on va faire une formation dans une rédaction qui est spécialisée écologie. Et donc on a missionné les gens qui sont portés sur les questions écologiques de bosser à une formation spécifique sur les enjeux raciaux, coloniaux, écologiques pour cette rédaction-là. Et puis toi, Andrew, dans les conclusions du rapport, vous explorez aussi un peu des pistes de solutions pour avoir moins de stéréotypes négatifs il me semble que c'est écrit, mais comme mes notes sont par terre, je ne peux pas les citer parfaitement, mais vous dites que vraiment ça péjore le vivre ensemble, et puis ça péjore aussi le quotidien des personnes qui sont touchées par ces discriminations. Est-ce que tu peux un peu nous donner ces différentes pistes et solutions ? Sinon, elles sont là. Le rapport, c'était il y a longtemps, donc je ne suis même pas sûr de me souvenir tout ce qu'on a écrit et ce qu'on a décidé de ne pas garder dedans. Néanmoins, il y a évidemment la question de diversifier les compositions des rédactions. Et ça me semblait évident parce que diversifier les rédactions, c'est aussi diversité les réalités sociales auxquelles on a accès. Après, il y a un travail de réflexivité sur simplement la posture et d'aller... En fait, pour le dire autrement, d'être un peu moins dans un entre-soi de journaliste, comme même on est des fois un peu ici, pour aller voir des réalités sociales qui sont plus éloignées de notre bureau et de nos collègues, et puis du café branché du coin. Alors ça, je pense qu'on ne l'a pas écrit comme ça dans le rapport, hein, mais ça reste ma conviction. Et puis après, il y a toute une sorte... Il y a panoplie de petites mesures, y compris sur un peu... parler plus souvent de choses à des moments où ces choses-là ne sont pas problématiques. Alors, ça peut être sur la question de la discrimination et du racisme, mais pas attendre que quelqu'un meure dans un poste de police à Lausanne. Alors, l'enquête n'a pas eu lieu, mais pour commencer à parler de ces réalités-là. C'est aussi ça le problème. Puis après, on se dit, la case est cochée, on a parlé de racisme, alors que, je veux dire, c'est pas aux journalistes de faire de la prévention de manière active, mais en fait de raconter le monde, la vie, de telle manière à ce qu'on comprenne et on saisisse, que la population saisisse les enjeux qui sont derrière. Et ça, je pense que les journalistes peuvent faire un bien meilleur boulot, mais c'est pas facile. Hein. Et puis, pourquoi c'est pas facile ? Pour plein de raisons. Je pense qu'il y a des injonctions dans les rédactions. Et ça, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a des enjeux aussi tout simplement structurels des médias, dont je pense que la plupart des personnes ici sont conscientes, mais faire moins de terrain, côtoyer moins de gens, et c'est aussi créer des silos, c'est aussi créer des entre-soi. Donc ça, c'est aussi, si on a moins de temps pour aller, peu importe la couleur de notre peau en tant que journaliste, si on a moins de temps pour aller dans une communauté, et puis on se repose essentiellement sur des sources institutionnelles, et on ne va pas discuter avec les gens tels qu'ils vivent leur réalité dans tel quartier pour la Suisse, Lausanne, Genève, Bienne. Là aussi, en fait, c'est des opportunités manquées. Ces facteurs structurels, ils renforcent des problèmes qui existent déjà. Mais ce n'est pas la fin du monde et ce n'est pas la catastrophe, mais il y a vraiment du boulot à faire. Ça peut être la fin du monde et la catastrophe pour ces communautés qui sont touchées et qui font face justement à des mauvaises représentations d'elles dans les médias. Je nie pas du tout la gravité du phénomène, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé sur la durée. On a une responsabilité en école de journalisme aussi, de parler Pour moi, le plus important, aussi parce que je suis un enseignant généraliste, je ne suis pas spécialisé dans cette question-là, c'est juste de dire, mais en fait, prenez conscience des différentes réalités sociales. Moi, je peux pas imposer ou décider combien de personnes de quelle origine sont dans les rédactions. Le processus de sélection est complexe. Il y a plein de personnes aussi, des minorités qui n'ont pas envie de devenir journalistes. Et c'est aussi pour cette raison-là. Alors déjà, si on parle un peu plus de leur communauté et de leur réalité sociale et d'un monde qui est un peu plus différent de celui du journaliste moyen, peut-être on peut attirer davantage de personnes vers le métier. C'est la première chose. Et puis après, pour les personnes qui ne sont pas issues des minorités, juste d'aller explorer des réalités sociales un petit peu plus éloignées.
Et puis peut-être en 2 minutes, Solène, dernière question avant qu'on passe justement aux questions. Dans ton travail, en conclusion, tu expliques, pour reprendre ce que dit Andrew, que les journalistes pourraient se rapprocher de ces communautés-là, mais aussi des militants. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être pris justement en tant que journaliste comme soi-même pour militant? Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'il faut se rapprocher de ces militants? Et je pense justement quand on a une sorte de méconnaissance ou d'ignorance justement sur des sujets ou qu'on les traite pas de la manière appropriée, c'est une première entrée en fait de se rapprocher de ces communautés, et ça passe aussi justement par ces militants qui peuvent permettre en fait d'ouvrir le débat ou de sensibiliser à certaines choses et juste peut-être d'essayer de comprendre. Ça veut dire qu'il y a tout qui doit être spécialement repris. Mais je pense que c'est déjà commencé la réflexion par ce biais-là. Et en fait, à travers le fait de se rapprocher justement de ces militants et aussi de ces communautés, ça permet de renforcer un lien de confiance, et ça permet d'ouvrir en fait des nouveaux réseaux, d'apporter des nouvelles perspectives qui sont aussi importantes, de changer de source, en fait, de ne pas se reposer non plus sur les sources habituelles qu'on a l'habitude de prendre, peut-être au quotidien, de se dire voilà, telle personne est un bon client, donc je vais l'appeler pour qu'elle intervienne dans mon article. Comment pouvoir diversifier, d'avoir d'autres voies, et aussi de développer justement de meilleures relations, ouvrir la voie à une meilleure connaissance justement de ces mémoires alternatives, et avoir aussi des cadrages et une couverture qui est aussi plus originale, parce que c'est comme ça qu'on trouve des nouveaux sujets, et comme le disait Andrew, qu'on ne parle pas d'un sujet uniquement quand il y a des drames. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir se rapprocher des communautés et aussi de ces militants, en gardant à l'esprit qu'on fait un travail journalistique, en vérifiant nos informations, etc. Pour moi, ça va ensemble, et ça ne va pas à l'encontre de l'éthique journalistique de se rapprocher des militants. Tu voulais réagir? Oui, moi aussi, mais vas-y. Mais juste parce que ce qui est drôle, c'est qu'il y a un projet suisse qui répond exactement à ces choses qui sont évoquées et qui est en France. En 2005, je disais, il y a eu Ziad Ebouna, et en fait, il y a des Suisses qui sont venus couvrir ce qui se passait en France, et des journalistes de l'Hebdo, et ils ont fondé le Bondi Blog à l'époque. Et donc le Bondi Blog, c'est en fait, ils ont ouvert un local, et ils ont invité les jeunes arabes, noirs, de banlieue, de quartiers populaires de Bondy, à venir raconter leur quotidien. Et aujourd'hui, c'est devenu un média à part entière. En fait, parce qu'en fait, le constat qu'ils ont arrivé, c'est quand ils sont arrivés en France, c'est ce qu'on décrit exactement, que on allait à Bondy ou en banlieue que quand il y avait une voiture qui brûlait ou quelqu'un qui s'était fait buter, en général un jeune. Et donc l'idée, c'était d'installer sur la durée et de raconter le quotidien des gens, en fait, en dehors des grands drames, pour donner un peu une meilleure image, enfin une image, pas une meilleure image, mais une image plus complète, en fait, de la réalité de ces personnes-là, et aussi permettre aux gens qui sont de ces quartiers-là de rentrer dans la profession et de raconter leurs propres histoires et de rapporter leurs perspectives. Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui est devenu un média à part entière. Les Suisses ont donné les clés aux personnes qui bossaient, et aujourd'hui, c'est tenu par des gens qui sont concernés et qui forment toute une nouvelle génération de journalistes qui rentrent maintenant dans les rédactions. Dont le fondateur est ici aujourd'hui, Serge Michel. L'élément que je voulais ajouter par rapport à ça, maintenant j'ai un blanc. Oui, j'ai un blanc, désolé. Si tu veux, je peux amorcer la conclusion. Oui, vas-y. Et puis si tu t'en souviens, tu l'as dit vite en 30 secondes. Pour conclure, est-ce qu'il y a des questions? On peut en prendre quand même 2-3, ou des remarques? Oui, à moi. Alors, peut-être juste si tu as formulé la question avant. Oui, donc c'était par rapport, alors vous me corrigez si je me trompe, mais par rapport aux résultats et aux mesures, qu'est-ce qu'on en a fait et puis comment ça a été accueilli? Alors oui, alors on a fait des retours aux rédactions, et il y a un certain nombre de rédactions, et c'est aussi peut-être assez peu surprenant qu'il n'y avait pas ça dans leurs priorités. Ils étaient très contents de nous parler, de nous ouvrir les portes et de nous consacrer le temps pour parler de leur vécu, un peu moins pour qu'on vienne intervenir, pour leur donner, même pas leur faire la morale, parce que je déteste faire ça, mais pour qu'on vienne parler de ce qui peut être fait, donc assez peu. Et au niveau des communautés, c'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est des ateliers qu'on aimerait mener, peut-être qu'on le fera un jour. Ce sera un autre projet, disons,
d'infusion des résultats de la recherche au sein de la société. Puis c'est quelque chose qui manque un peu dans les universités, parfois faute de moyens, parfois faute de volonté. Donc, mais on en a fait des articles, on a discuté, on a eu quelques interventions médiatiques, mais comme beaucoup de recherches, après l'infuser au sein des populations et des gens concernés, c'est toujours assez difficile. Oui, mais même pas... Excusez-moi, je ne vous ai même pas laissé terminer. Mais, oui, des outils. Un petit peu au niveau des rédactions, on a essayé, on est retourné dans 2 des 4 rédactions avec lesquelles on a mené vraiment des entretiens en profondeur et on a pu discuter. Certaines étaient plus ouvertes que d'autres. Et puis d'autres ont tardé à nous ouvrir la porte, on va dire. J'en discute volontiers après avec les personnes qui voudraient. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions. Alors moi, je ne suis pas du tout journaliste, etc., mais visiblement racisée, et ça, je pense que c'est clair. Et ça m'intéresse beaucoup. Je me demandais, en Suisse, au niveau de la formation, je sais que la plupart des écoles de journalisme, elles sont sur concours. Est-ce que vous savez si... Et à l'intérieur de la formation, il y a quelque chose qui est dit vis-à-vis de ça, ou est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet, etc. Et justement, vis-à-vis de ces concours par rapport aux critères, mon point de vue est tout à fait externe. J'ai déjà vu des classes de personnes en journalisme. De l'extérieur, en tout cas, elles n'ont pas l'air spécialement diverses. Peut-être c'est un accident, peut-être pas. Est-ce que vous savez si au niveau du concours, il y a quelque chose qui est... Enfin, s'il y a des critères ou s'il y a des études sur le sujet qui ont été menées et peut-être même d'avoir l'avis sur la France, ce qu'il en est. Merci beaucoup. Tu veux prendre d'abord ? Le point de vue extérieur avant votre chez vous. Nous, ce qu'on a réalisé assez rapidement, c'est que, en fait, et c'est pour ça que c'était drôle de lire la tribune, parce que je pense qu'on formulerait les choses un peu plus... Enfin, on rajouterait des choses. Et je pense que ce qu'on a réalisé assez tôt, c'est que, en fait, le problème commence dès les concours. Parce que les concours, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, les concours sont extrêmement exigeants. Il faut faire des fois 3, 4, 5 épreuves pour une seule école. Et en général, on présente plusieurs écoles. Et ces préparations demandent qu'on soit presque en fait déjà un peu journaliste avant de rentrer en école de journalisme, et donc ça favorise les gens qui ont déjà papa maman qui travaillent dans un média, ou en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un business entier de la préparation aux écoles de journalisme. Donc nous on a énormément de prépa privées qui sont accessibles du coup aux gens qui ont les moyens, et donc ça discrimine par classe et donc de façon raciale aussi, vu que les personnes racisées sont surreprésentées dans les classes populaires. Ce qui fait que voilà, les personnes qui sont plus bourgeoises, en général plus blanches, ont accès à des préparations, ont plus de chances pour passer les concours et peuvent rentrer plus facilement. Il y a aussi des critères d'admission qui peuvent être discriminants. Nous, on a des écoles, en fait, on a un système d'écoles reconnues qui donc ont les concours les plus exigeants. Et nous, on en avait un, je crois que c'est... Non, je ne peux pas la citer, mais une très connue de Paris. Un des critères, c'est si tu as fait un voyage à l'étranger. Qui a les moyens de faire un voyage à l'étranger avant son master? Pas n'importe qui. Qui a les moyens de faire, en général, un stage en journalisme, c'est valorisé. Qui a les moyens de faire un stage non rémunéré, de trouver, sachant que le journalisme, tout se fait en mots à la bouche. Il y a très peu de stages qui sont publiés en ligne, et quand ils sont publiés en ligne, en général, il faut connaître quelqu'un pour pouvoir rentrer. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui... à première vue, n'ont pas l'air discriminants, mais en fait favorisent des personnes blanches, bourgeoises, etc. Voilà. Oui, par rapport à la Suisse, alors moi j'ai fait à peu près le décompte sur les 10 dernières années dans le master en journalisme chez nous. On est à une moyenne un peu plus d'une personne par promo de 25 qui est racisée, racisée dans une définition assez étroite, ce qui, je pense, est pas si loin d'une représentativité. En revanche, et je pense que c'est là que c'est important, c'est qu'il y a plutôt un souci d'intersectionnalité, on va dire, dans le sens où c'est des personnes de milieux plutôt favorisés. Ces personnes-là, c'est une ou deux personnes par promo, c'est des personnes de milieux plutôt favorisés. Et puis, pour la Suisse en particulier, on a des énormes communautés, par exemple, des Balkans,
qui sont complètement absentes sur les bancs de l'université en master en journalisme. C'est un problème multifactoriel d'accès, mais aussi de vocation et plein d'autres choses. Mais ça, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes plutôt que de compter dans les statistiques et puis essayer de les comparer par rapport à la population plus largement, même si, évidemment, ça reste important. Solène, je ne sais pas si tu as 30 secondes pour répondre à la question, sinon... Vas-y, 30 secondes. Oui. Moi, du coup, qui ai dû faire un concours pour rentrer à l'université, c'est clair que d'un point de vue externe, en fait, moi, c'est pas ma première formation. J'ai dû faire une première formation en communication et après, je me suis lancée en journalisme. Et c'est ma première formation qui m'a permis d'entrer, disons, dans des rédactions où je travaillais justement pour des médias, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les personnes, je pense, racisées de se lancer là-dedans. Parce qu'en effet, on se dit qu'il y aura plein d'obstacles et que c'est peut-être pas le milieu où on voudra le plus de nous. Et après, dans les rédactions, c'est clair que, il n'y a pas. Je pense que dans notre formation, oui, il y a un peu de personnes racisées, on est peut-être une personne par volet maximum. Et dans les rédactions, je trouve qu'il n'y a pas grand monde. On se retrouve souvent un peu seul là-dedans. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce panel. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci aux intervenants pour la richesse de cette conversation. Et puis, j'espère que vous garderez tous ces enseignements précieusement en tête. Merci beaucoup. Merci à vous.